le système qui avait géré les ventilos et les refroidissements, système de refroidissement en Iran, c'était un système qui est déconnecté. Et le gros souci en piratage, c'est être connecté. Ouais. Alors là, je vais un peu faire peur, même si une machine aujourd'hui, il peut être piraté, même si on plug rien dedans. Voilà, c'est un peu, ça fait peur. C'est de la magie. Comment? C'est de la magie, ça. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Uni5, la chaîne qui vous parle business, tech et toutes les histoires passionnantes autour de l'informatique. Aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai avec moi Moumen. Moumen. Ça va? Très bien, et toi? Ouais, bon, je te laisse présenter notre invité. Bah écoute, on a un invité très spécial aujourd'hui. Bah oui. Qui est Faisal. Bonjour Faisal, comment vas-tu? Bonjour tout le monde. Avec qui on est en passif. On a déjà collaboré ensemble. une histoire. Voilà. Je le laisse se présenter. Ma première expérience d'architecte, c'était dans son équipe. Ah oui. Ça fait un plaisir. Ah, oui. Pareil. Hein. Merci pareil. pour la confiance. Du coup, il y a un passif, on va dire, très positif. Ouais, très positif avec Faisal. Bah, je le laisse se présenter. Ouais, donc c'est... Il y a une tradition, il faut que tu te présentes, vas-y. Avec plaisir. Donc c'est Faisal et Salifi. Dans l'histoire où on était tous ensemble, j'étais lead architecte au sein de Sodexo. Donc on s'est rencontrés durant cette expérience-là. On a bien collaboré, on a fait pas mal de choses super positives. Et aujourd'hui, je travaille pour un autre client. D'autres horizons, dans l'assurance. Ah bah parfait. Super. Toujours en architecture. Toujours la même chose. Aujourd'hui, c'est un peu plus transverse côté service provider. Donc on fait de l'Azure, de l'AWS, du GCP. Ouais, toujours dans le... un peu le multi-cloud du coup, ouais. Tout à fait. Bon, c'est bien. Et ça rejoint un peu l'agenda en fait que tu as prévu du coup, pour quand on a prévu, hein, j'ai pas... Non, mais c'est toi le MC. C'est toi le maître de cérémonie. Aujourd'hui, on va parler de la sécurité dans le cloud. Et on a, je pense, la bonne personne pour parler. On va pas entrer dans les détails, mais tu vas partager avec nous déjà la vision. Parce qu'il faut savoir, tu as accompagné beaucoup de projets à migrer, à designer les plateformes. Bon, tu vas nous en parler après. Et donc, la sécurité, c'est un truc qui est très important, qui inquiète, qui inquiète pas mal de sociétés, d'entreprises. Et après, on va enchaîner avec les types de postes d'architecte. On parle tout le temps d'architecte, entreprise, solution, infra, lead. Bah, tu vas nous expliquer tout ça alors. Du coup, parlons un peu de sécurité du cloud. Sujet large. Hein. Ah oui. Très large. Sur quel angle on va l'attaquer? Allez. Sujet large. Hein. Moi, je dirais, sécurité, je reviens un peu avant le cloud, parce qu'on ne peut pas dire sécurité cloud, on focus sur la partie cloud, parce que la sécurité, hein, il existe aussi avant même que le cloud soit là. Bien sûr. La sécurité, vient du principe qu'on a un risque et qu'il faut que ce risque-là soit mitigé ou résolu, ou accepté en dernier recours. Et pour ça, on a plusieurs modèles. En fin de compte, depuis une éternité, on a plusieurs modèles qui ont émergé. Donc, l'un des premiers, ce qu'on parle un peu le defense in deep, un peu la défense en profondeur, qui était tout simplement de dire, ok, je mettrai plusieurs blocs de sécurité, que si un pirate arrive à casser un bloc, il va se retrouver avec un deuxième bloc, qui est un peu le standard de ce que je vois jusqu'à aujourd'hui même en cloud. Donc je reviens un peu sur qui est mettre un firewall, mettre un IPS IDS, mettre un peu le WAF, etc. Donc tous les standards, on va dire, toutes les couches. Jusqu'à un peu le niveau un peu le plus bas, qui est le partie purement networking. Est-ce que c'est quelque chose qui est vivable aujourd'hui par rapport à la technologie cloud? Je dirais oui et non, parce que oui, ça existe toujours. On trouve toujours un peu des architectures aujourd'hui en cloud qui se basent sur ce type de modèle sécurité, qui ont plusieurs niveaux. Et dernièrement, on fait sortir un peu un nouveau modèle. On dit oui, mais ça c'est bien, mais c'est comme si on dit il y a quelqu'un de l'extérieur qui va nous pirater, donc on va lui faire plusieurs barrières. Une barrière frontale, après une deuxième, après une droite. Donc on pense un peu dans une logique de dire le risque est ailleurs. Sauf qu'on sait très bien un peu, il y a des statistiques connues, même ceux des grandes structures qui disent dernièrement les grandes parties des risques et aussi des intrusions, ils viennent de l'intérieur. Forcément que c'est un employé, même si le risque qu'un employé qui par X ou Y raison, il va se détacher de cette entreprise-là, il peut être furieux, qui n'a pas aimé la situation, et ça devient un risque énorme qui permet tout simplement de pouvoir
dans quelques cas, heureusement que c'est des cas un peu mineurs, qu'il attaque la société de l'intérieur, surtout que si c'est un admin base de données par exemple, qui avait les logins mots de passe pour voir un peu ce qui se passe dans une base de données ou autre. Pas de critique, hein. Surtout que si ça touche à des données, donc c'est un peu là où on rentre un peu sur un autre niveau de sécurité qui est un peu la protection des données, et aussi la protection des données personnelles qui est un peu un troisième niveau. Il y a la protection de l'information, la protection des données, il y a la protection des données personnelles. Donc sur ce volet-là, il y a un nouveau modèle qui sort qui s'appelle le Zero Trust. Enfin, quand on fait plus confiance interne-externe, il n'y a plus de confiance. Il faut qu'on prend n'importe quel compte, qu'il soit un compte interne ou externe ou autre, à être sûr certain des privilèges qu'on va lui donner aux ressources qu'on va lui donner. Donc c'est ce qu'on appelle least privilege. Le moins de privilèges possible pour n'importe quelle action. Chaque demande doit être vérifiée. Chaque accès doit être vérifié. Audité avec la journalisation et tout ce qu'il faut. C'est un peu le modèle Zero Trust. Mais moi, ça fait à peu près 1 an et demi, j'ai eu la chance de retrouver un troisième modèle que j'ai énormément aimé. Par contre, c'est un modèle qui peut un peu plus être adapté au cloud. Il y a pire que le Zero Trust? Ouais. Je dirais pas pire, je dirais plutôt plus adapté au cloud. En fin de compte, le principe de base de la sécurité jusqu'à nos jours, il se base sur une analyse de risque et on essaie un peu de chercher un peu les trois, ce qu'on appelle le triad, qui est un peu confidentialité, intégrité et disponibilité, donc un peu le CIA. En fin de compte, c'est assez intéressant d'étudier le risque dans ce trio-là, mais on dit, ok, c'est quoi la confidentialité? Je prends un peu le plus simple. C'est quoi la disponibilité? C'est qu'un service soit apte au moment où on a besoin. Répond, voilà, il répond à la requête. Donc, en général, on va étudier l'élasticité, on va étudier la scalabilité, on va étudier, on va déjà savoir un peu c'est quel SLA qu'on va offrir parce que ça dépend du service. On va chercher un peu le RTO, RPO, un peu le temps de reprise d'activité, le temps de, un peu le slot de temps où on peut accepter une perte d'information. DRP, voire peut-être, on en a parlé d'un fois, hein, peut-être. Tout ça c'est bien. Ouais. Mais en fin de compte, sur le cloud, on a une nouvelle donnée, une nouvelle fonction qui est assez intéressante. Heureusement que sur Azure, il s'appelle Function. Donc ça facilite un peu l'introduction. C'est qu'aujourd'hui, elle passe de penser disponibilité dans l'ancienne manière de faire, SLA, RTO, RPO, tout le calcul de la nécessité, etc. Pourquoi ne pas penser de dire, je veux que mes architectures soient sécurisées d'avance? C'est-à-dire que avant, quand on développait une application et on faisait une architecture, la sécurité, elle vient à quel moment? À la fin. À la fin. Ouais. Ou ça bloque, non, je valide pas, refais le cycle, bref. Je fais une analyse de risque, ça c'est un risque majeur, vous refaites tout. Voilà. Par contre, si la personne lui dit on refait plus que 40% de son travail, c'est énorme en termes de perte de temps qui est égale à une perte d'argent. Et c'est là où la sécu, on la voit comme frein pour l'innovation. Exactement. Alors que... C'est un peu là où il y a une notion qui a émergé, ça fait des années, ce qu'on appelle, avant le DevSecOps, qui est tout simplement une logique très simple, qui est Shifting Security Left. En fin de compte, juste un peu prendre la sécurité et la renvoyer au départ. D'accord, ok. Mais c'est quoi la différence entre DevSecOps C'est exactement la même chose, c'est juste un peu le jargon, le terme qui change. D'accord, en fin de compte, quand on dit à la sécurité, arrêtez d'être à la fin, donc à droite, essayez d'être à gauche, le plus à gauche, c'est tout simplement de dire, ok, le cycle il commence par quoi? Il commence par des gens qui vont être recrutés pour développer. Former les gens en sécurité. J'ai déjà discuté avec pas mal de développeurs, des DevOps, ingénieurs, et qu'en fin de compte, quand je leur dis vous avez besoin d'un login, un mot de passe pour accéder à une base de données, ils me disent on va le mettre dans le code. Je dis attends, la chaîne de connexion il va être dans le code. C'est un peu risqué parce que si quelqu'un arrive à voir votre code, parce que le code il est dans un dossier en fin de compte, dans un serveur, c'est qu'il peut voir votre login et mot de passe, qui est le login et mot de passe d'accès à la base. La base de données. Donc il a l'accès à la base. Il y a des qui volent pour ça, les amis. Donc, voilà, c'est un peu l'intérêt. C'est-à-dire on va les former en disant les gars, vous avez sur Azure par exemple Azure Key Vault. Et ce Azure Key Vault, on peut mettre la chaîne de connexion dedans et votre code va juste appeler cette chaîne de connexion. Il va plus le stocker dans un code en texte plat. Et encore mieux avec les MSI et tout, tu peux même. Alors c'est un peu là où. Voilà, un peu mieux parce qu'on dit ok, mais c'est pas mal, mais le code quand il va être exécuté, il a besoin aussi de s'authentifier sur le Tu pompes la mémoire, tu dumpes la mémoire, tu récupères le password. Donc en fait, quand on dit ok, la chaîne de connexion, on va mettre dans un Key Vault, mais pour accéder au Key Vault, pour récupérer la chaîne de connexion, c'est une authentification de plus. Bah un peu là où quand tu viens de mentionner, c'est la MSI. Mais on peut le faire avec la base de données même directement maintenant, la MSI. Pas besoin de mot de passe même sur certains services. Ouais.
Donc c'est un peu là l'intérêt aussi où... de cette logique-là, de dire, à la place de penser disponibilité, on va changer un peu de manière en disant, je vais chercher que la sécurité vient avant. Donc on va commencer avec la formation des gens. Donc les développeurs doivent être formés en sécurité pour avoir les bons réflexes en sécurité au moment où ils développent. On va former aussi les architectes, on viendra un peu après sur les différents types d'architectes, mais je prends les architectes d'infrastructure, ceux qui font un peu le design infra, ils doivent être aussi formés en sécurité pour qu'ils puissent faire ce qu'on appelle Secure by Design, un terme qu'on entend souvent dernièrement. Je vais un peu essayer de donner un peu plus de détails dessus, mais c'est le fait de sécuriser l'infra, parce qu'on revient toujours un peu sur les modèles que j'ai commencé ma discussion dessus, qui est un peu le modèle par ce qu'on appelle un peu le defense in deep, la défense en profondeur. En fin de compte, ou même le Zero Trust, il se base sur le fait qu'à la fin, on va commencer à rajouter des briques de sécurité. Là, par contre, non. Et enfin, ces briques-là, ils viennent à la fin. Là, par contre, on va dire non, on va mettre la sécurité dans l'infrastructure. Enfin, il y a un terme qui vient de sortir, ça fait quelques mois, qui s'appelle le Infrastructure Defendable. C'est-à-dire que c'est l'infrastructure qui se autodéfend. Je ne veux plus avoir une infra que je rajoute des couches de sécurité. Donc, je veux que l'infra elle-même se autodéfend. Mais l'architecte, là, il doit être formé pour... Je suis un architecte, infra, je fais mon design. Tous ces termes-là, comment je fais pour... Aujourd'hui, c'est pas vraiment... En fait, l'archi-infra, de mon point de vue, c'est qu'il faudrait obligatoirement avoir ce vernis sécu. Parce que si tu fais de l'infra, en disant... pas de l'infra, mais de l'archi-cloud en général, délivrer de l'archi pour de l'applicatif, par exemple pour un service X ou Y, le vernis sécu, en fait, il est obligatoire. Et je voulais revenir sur un point important en fait, que tu as évoqué, c'est un peu les modèles... la protection en profondeur, tu vois. C'est sympa le terme, tu vois, deep en profondeur. C'est ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, ça n'empêche pas qu'on garde ces modèles-là, en fait. Ça n'empêche pas qu'on garde, en fait, un peu nos couches de sécurité un peu legacy, le firewall, le WAF, etc. Ceux-là, on va les garder. Et c'est-à-dire, il y aura plusieurs couches. Et aujourd'hui, sur le cloud, ce que ça apporte en termes de service, c'est-à-dire que les technologies, ça va très vite. C'est-à-dire que tu as évoqué ça, tu as l'aspect passwordless aussi, où on parle de passwordless, parce qu'on parle du niveau applicatif, mais on ne va pas oublier aussi les utilisateurs. Parce que les utilisateurs, comme tu l'as dit, si tu as un utilisateur, des fois en fait sans faire exprès, sans forcément le faire exprès, sans qu'il soit mal intentionné ou autre, en fait, il faut commencer des couches les plus basses, c'est-à-dire le end-user. Il faut partir du end-user à travers les formations, à travers la sensibilisation aussi, pour dire, voilà, attention, truc bête, ils ont fait des tests où ils sont partis dans des banques à l'époque, en fait, où ils posaient des clés USB. Tu vois. C'était les gens, ils mettaient. À l'époque, c'était une dinguerie, en fait. Ils venaient, tu avais des boîtes qui étaient, en fait, ils les ramenaient pour auditer la sécu. Du coup, ils posaient, en fait, des USB un peu partout. Et incroyable, c'était genre, ils en ont posé 10, tu avais 5 qui ont été plugués. C'est-à-dire, c'est 1 sur 2. Ça marche, ce truc, hein. C'est que tu dis qu'en fait, c'est un problème de sensibilisation. Il y a une histoire de piratage et de espionnage ça arrive. en Iran, où ils ont mis... En fin de compte, le système qui avait géré les ventilos et les système de refroidissement en Iran, c'était un système qui est déconnecté. Et le gros souci en piratage, c'est être connecté. En fin de compte, juste au moment où j'arrive à accéder à une information, automatiquement, je peux la pirater. Ça dépend de la complexité, mais en fin de compte, il y a toujours une probabilité. Il y a une route. Voilà. Donc, et quand il n'y a pas de route... en fait, il n'y a pas de système qui est parfait, ça veut dire zéro vulnérabilité. C'est très très rare. Et il y a même un bouquin, je crois le même bouquin que je crois que tu as lu par rapport à cette expérience où on a mis dans une banque des clés USB. Il y avait le bouquin, il commence avec un exemple très simple. Il dit, dans une forêt, c'est une arbre tombe et qu'il n'y a personne à côté, est-ce qu'on va être sûr et certain qu'il n'y a pas de bruit? Non, il y avait un bruit, c'est juste qu'on n'a pas entendu. On n'a pas entendu. Si je fais un peu le parallélisme, un logiciel, tant qu'aujourd'hui on n'a pas encore entendu qu'il y a une vulnérabilité, ça n'implique pas qu'il n'y avait pas de vulnérabilité. Donc il y en a des vulnérabilités. C'est sûr, il y en a toujours. Le nom du bouquin, est-ce que vous vous rappelez ou pas? Sinon, je le mettrai en description après. Si vous l'avez pas, vous vous rappelez pas. Il est rouge-noir, mais je ne me rappelle pas le nom. Bon, si vous voyez un livre rouge-noir, achetez-le et lisez-le. Il y a écrit un tout dessus, je ne me rappelle pas le nom exact. Ouais, on va voir après. Moi, ce bouquin-là, je l'avais lu en 2007. Donc ça fait oui, de toute façon, on verra après. Mais l'idée, c'est ça, c'est juste essayer de se connecter. Alors là, je vais un peu faire peur, même si on va sortir un peu de la discussion du cloud. Vas-y. Non, mais le but, c'est qu'on parle de sécurité. Je vais faire un peu peur. Il y a très longtemps, pour pouvoir pirater un matériel, il y avait un système d'exploitation dedans, donc qui est assez large, plusieurs services qui démarrent dedans, donc c'était très simple.
Les techniques, c'était un peu basique à l'époque, parce que c'était le domaine qui vient de démarrer, mais c'était simple. Aujourd'hui, on commence à avoir des systèmes qui sont un peu plus restreints. Même dans l'aspect sécurité, on revient un peu aussi sur l'aspect DevSecOps, il y a un aspect qui est ce qu'on appelle hardening, sécuriser au maximum et verrouiller au maximum un système d'exploitation. C'est aussi un point parmi les points dans le DevSecOps. Aujourd'hui, il y a les téléphones. Donc on peut aussi pirater via un téléphone. Ouais. Mais quel que soit le cas, tous ces termes-là, on a besoin d'un réseau. Il faut que la machine soit connectée, qu'il soit un téléphone, qu'il soit une machine, il faut que ça soit connecté. Il faut la route pour accéder à... Et une route entrante. C'est ça, entrante. Parce que c'est moi qui pirate. Par contre, jusqu'à quelques temps, juste pour établir un VPN, un accès sur une machine à distance, c'était que il faut une connexion entrante. C'est moi qui initie. Ouais. Alors, l'intérêt aussi de mettre de clé USB, c'est qu'aujourd'hui, tu prends un clé USB, cette machine n'est pas du tout connectée, zéro connexion. Tu mets une clé USB, la clé USB peut ouvrir un port et faire même une connexion VPN sortante. Par contre, c'est une connexion VPN entrante, pas sur une connexion VPN sortante. C'est elle qui va chercher le... Enfin, envoyer peut-être... Il va établir, c'est ta machine qui va établir un VPN. Alors, c'est un peu là le risque. La majorité des systèmes, si on revient un peu sur la défense en profondeur, la majorité, ils disent le méchant est l'externe, donc on va faire un accès restreint pour rentrer depuis l'Internet dans mon réseau. Par contre, une grande partie des machines... c'est la sortie. Là. La sortie, elle est ouverte. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est un risque. Parce que si la sortie sur Internet est ouverte, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de proxy, il n'y a pas de filtering, il n'y a rien. Si la sortie, elle est ouverte, je te plug un USB, il va faire une connexion VPN sortante, et là, moi, j'ai déjà l'accès, parce que c'est toi qui as initié l'accès. C'est là on comprend, dans le firewall, il faut gérer le flux entrant et sortant. Y a pas rajoute un peu, c'est un peu là où je fais peur, parce que ça, c'est un peu un standard. Ce qui fait peur aujourd'hui, c'est que dans la notion et la philosophie derrière, juste être connecté sur une machine ou même une automate, parce qu'une automate reste aussi une machine avec un code. Ça peut être plus dramatique, un automate. C'est un peu là où je reviens un peu sur l'Iran comme un petit exemple. Ouais. Mais avant d'arriver à ça, une machine aujourd'hui, il peut être piraté, même si on plug rien dedans. Ça fait peur. C'est de la magie. Comment c'est de la magie, ça. En fait, comment c'est possible, ça? Ça fait à peu près 2 ans, plus ou moins. Il y a des chercheurs israéliens qui ont pu détecter que écouter juste le ventilo d'une machine et les grésillements qu'on a à l'intérieur d'un CPU permet de récupérer l'information. Pas toutes les informations, mais il arrive à récupérer au moins le mot de passe et la chaîne de cryptage d'une information. Parce que c'est un peu là où on revient sur un aspect qui est assez important. C'est pas un truc théorique, ça ou... Non, c'est pratique. Ah ouais, il y a un document qui est ouvert, qui explique toute la théorie, etc. Le faire, c'est pas simple. Mais c'est pas de la théorie, c'est de la pratique, ça existe. Alors, c'est un peu là où ça fait peur. Ça veut dire que aujourd'hui, pirater une machine, c'est plus question de se connecter, c'est juste écouter. Mais sur ça, en fait, tu as évoqué un aspect important, c'est sur toutes les couches. Aujourd'hui, si on prend par exemple le laptop de Imad ou ton laptop ou autre, je pense que le risque, il n'est pas critique. C'est-à-dire, tu te fais pirater. Oh, mais au pire, il y aura mes photos de vacances. Hein, c'est pas... c'est ça. Au pire, ça va être ça. Ça dépend. Ça dépend, oui, on est d'accord. Mais aujourd'hui, si on prend par exemple tout ce qui est hébergeur, par exemple, les data centers physiques, où tu as des serveurs, etc., aujourd'hui, tu as des sociétés de sécurité, en fait. Tu as des sociétés de sécurité, en fait, pour accéder. Des fois, tu as 2-3 SaaS pour accéder, en fait, à la salle serveur. C'est-à-dire qu'il faut montrer pas de planche à chaque fois. Et si le mec n'a pas été autorisé par l'entreprise qui héberge ses serveurs ou ses applications ou autres, le mec, il ne pourra jamais entrer à l'intérieur. Et du coup, forcément, il ne pourra pas appliquer le fait soit de plugger une USB, soit de, par exemple, écouter ou appliquer un certain process pour récupérer de l'information. C'est-à-dire que je suis entièrement d'accord sur toutes les phases, ça part même de la phase physique. C'est-à-dire on sécurise même de manière physique l'accès au data center. C'est-à-dire on ne dit pas on a un data center et c'est open bar. Premier mec qui va venir, on va l'autoriser, tu vois. T'as raison, en plus on était ensemble, il y avait une conférence sur les data centers. Il y a un truc auquel on n'a pas, enfin moi j'ai jamais pensé, c'est quand il y avait la crise énergétique. Mais là ils sont tous, ils ont stocké du fuel. Ouais. C'est tout bête, coupure d'électricité. Pour alimenter les groupes électrogènes. Ils sont alimentés. Et en fait, juste parenthèse, ils se sont rendus compte que fait, le prix du fuel, forcément, il a augmenté un peu. Parce que sur les marchés, tout le monde s'est. Non, mais surtout les coupures d'électricité. À la base, le fuel est utilisé, c'est comme
plan de secours. Ouais, tu utilises pour les groupes électrogènes en fait. Ça rentre dans la sécurité, tout ça, on est d'accord. Après, il y a plein de pays qui font ça depuis des années. Parce Ouais. Des contenus, mais oui. C'est un sujet green et tout. Voilà. Mais ils le disent pas, eux. Ils disent que c'est un plan de secours. Je viens de mentionner, si je reviens sur le modèle, l'un des modèles les plus anciens qui est un peu la défense en profondeur, c'est que parmi les niveaux, c'était aussi la sécurité physique, ouais. Y accéder, et même aujourd'hui, c'est biométrique, c'est empreinte. Même, j'ai vu un document qui parle par exemple sur le data center Azure, la sécurité des personnes qui rentrent un peu sur le data center pour de l'administration, il y en a déjà peu. Mais ces gens-là qui ont déjà le droit d'y accéder, c'est scan comment il marche, le poids au petit gramme près, pour voir s'ils ont une petite clé USB quelque part. Et ils ont même à chaque intervention. Du poids, le gars. Ouais, pas au moment où tu rentres et tu sors. Tu vas rien manger à l'intérieur, logiquement parlant, tu ne vas pas encore dans du ouais, mais ils mettent plusieurs paramètres, on va dire. En tout cas, il y a toute une sécurité physique, parce qu'à l'époque, c'était quoi? C'est juste une caméra et un accès via un badge. Ça part plus loin maintenant. Aujourd'hui, c'est un peu plus sophistiqué que ça, parce que les risques, il est plus le risque, il est énorme. Parce qu'avant, c'était quoi le risque? C'est voler un disque dur. C'est ça. C'est pouvoir rentrer, prendre le disque dur, le mettre dans sa poche et non, c'est ça. Aujourd'hui, le risque, c'est mettre juste un petit IoT qui fait juste écouter un CPU. Non, c'est sûr. Mais j'ai une question. Là, la sécurité, c'est un coût, on est d'accord? Bien sûr. Ah oui. Donc ça coûte cher. Donc comment je fais? Donc pas cher. ça dépend du niveau, quoi. Ça peut coûter très cher. Alors, je prends toujours un peu la petite anecdote qui dit il y a un financier qui vient chez son patron, lui a dit j'ai fait une étude de formation de nos équipes là et que ça coûte énormément cher. Il dit parfait, est-ce que tu peux me faire une autre simulation de quelques personnes qui connaissent rien qui restent? C'est la même chose que sur la sécurité. On estime la sécurité à la protection de mes données. Si j'ai pas de données sensibles, si j'ai rien dedans, faire toute une armada de sécurité, c'est cher. Mais si j'ai des données très 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 sensibles et qui peuvent me faire perdre énormément d'argent et même quelquefois énormément de clients, il faut juste savoir que une grande partie des startups / PME et même quelquefois les grosses boîtes, s'ils ont un coût de piratage à un certain niveau où il y a une récupération d'infos, ils ferment à peu près 80% de ces sociétés-là et ferment après 18 mois. Là, on part sur faire une boutique, c'est plus question de cher ou pas cher. Là, on arrête le business, on arrête la société, on ferme le rideau. Voilà, donc c'est là où on voit. Voilà, donc faut pas rester dans la réflexion, ça me coûte cher de. En fait, faut pas être dans l'extrême non plus, c'est-à-dire que on n'est pas de dire tout le monde doit être sécurisé comme les banques et les assurances, c'est pas le but. Et tout le monde n'est pas, on va dire, c'est pas open bar partout. C'est-à-dire que le risque, faudrait qu'il soit, on va dire, adapté et faudrait que le curseur il soit adapté aussi par rapport à ce que tu as dit, par rapport à la criticité de ma donnée, par rapport à moi, si je subis une attaque, en fait, c'est quoi le risque? C'est quoi les pertes et c'est quoi l'impact sur le business et sur mon entreprise? Déjà, à partir de là, tu peux te projeter et à partir de là, tu peux dire, ok, moi, je pars sur un coût de X, je sais pas, X milliers, X millions d'euros en termes de formation, en termes de services, en termes de sous-traitance aussi, tu vois, parce qu'il y a des choses que tu peux pas gérer toi-même forcément. Tu vas sous-traiter tout l'aspect SOC par exemple aujourd'hui. En général, c'est sous-traité, tu vois. L'aspect SOC, tu prends les grosses entreprises, c'est un truc qui est sous-traité. Et après, sur l'aspect formation, ça rentre dans la formation des admins, des archis, etc. Et ça rentre aussi sur l'aspect un peu sensibilisation. Parce qu'attention, la sensibilisation, ça coûte de l'argent aussi. Tu vois, toutes les campagnes de communication, etc., de sensibilisation, de rappel. Parce qu'après aussi, tu as des équipes qui vont forcément en fait, faire des hameçonnages sur les utilisateurs du marketing, de la comptabilité. Alors là, ça marche toujours et ça marchera toujours. Hein. Et ça, en fait, c'est des tests à blanc. Ça veut dire que si le mec il s'est fait choper sur un test à blanc par des équipes internes, les red teams ou les blue teams qui sont en train de balancer des hameçonnages en interne, forcément, s'il y a une attaque externe, il se fait choper aussi. Après, il y a des attaques toutes bêtes. Hein. L'attaque de président, qui est très connu. Hein, j'envoie un mail au comptable, je lui dis avec le mail de président, fais-moi un virement CRIB. C'est même pas un phishing. Hein. Tu vois, en fait, le serveur mail est mal protégé. Tu peux usurper même le mail du président. Tu dis au comptable, fais-moi un virement sur RIB. Là, c'est urgent. Et elle marche. Hein. Ça a ruiné pas mal de sociétés et tout. Hein. Ça, c'est tout bête.
Ce genre d'attaque, c'est là on peut compter un peu sur l'IA, on est d'accord. Après, il y a plusieurs niveaux de sécurité, on est d'accord. Mais parce que des fois, il y en a qui changent le domaine. Par exemple, domaine, allez, Uni5. Ils rajoutent Uni5 Technology. Ils rajoutent Uni5 Technology sans S. Ouais, ça se voit pas. Ça passe, hein. Ça passe, ouais. Donc ce genre d'attaque, c'est humain. Comment on se protège? Je sais qu'il y a la licence apparemment de... moi, je ne m'y connais pas bien. Office 365 qui gère ce genre de... Mais sur l'IA, en fait, tu as évoqué un truc l'IA. On va revenir sur le sujet un peu de IP et Office. Sur IA aujourd'hui, en tout cas moi ce que j'ai vu, c'est l'aspect un peu réponse automatisée à incident. C'est-à-dire que tu arrives à identifier, à flaguer un certain pattern d'attaque, tu vois, tu arrives à le flaguer pour dire ok, s'il y a le if, tu vois, condition 1, condition 2, condition 3, c'est-à-dire que je suis sur tel scénario. Là, tu as un modèle qui est entraîné, je pense, carrément. À partir de là, tu peux appliquer les modèles de type GPT pour un peu identifier et répondre à certains catalogues d'attaques qui sont connus aujourd'hui. Mais ils le font déjà avec la licence E5, il me semble. Mais aujourd'hui, avec le chat GPT, on peut aller très très loin. Oui, après, si on veut faire du custom. Parce que tu as évoqué l'IA, l'IA en fait sur la sécu. Non, je pense que ça va apporter ça peut être aussi fait dans l'autre sens, parce que là on parle de protection, mais ça peut être fait du côté de l'attaquant aussi. Tu vois, parce que là on parle de protection. Bah oui, mais forcément, c'est-à-dire IA contre IA. De l'autre côté, forcément les gars ils sont en train de réfléchir à des manières en fait. Ils sont toujours en avance, je pense. Comment j'utilise l'IA en fait pour compromettre tel système, tel système, tel système. Et de l'autre côté aussi protection. C'est-à-dire que là ça va évoluer quoi. Non, c'est sûr. Après sur le sujet IA, il y a ce qu'on vient de discuter, qui y a par exemple le modèle GPT, etc. Le fait qu'il va faciliter à coder, il va écrire un code, etc. Mais même avant de parler sur ça, oui, l'IA, il existe depuis des années dans la sécurité, et pas que dans la sécurité, parce que dès qu'on peut automatiser et créer des modèles et faire des choses cycliques ou répétitives, oui, l'IA, il n'y a pas mieux. On revient toujours un peu sur ce que tu as mentionné tout à l'heure, ce qui est par exemple le SOC. Le SOC ou même le pentesting, ou qu'il soit le phishing. Là, moi j'ai des amis à moi par exemple qui étaient experts en phishing, sauf que ils te disent c'est quelque chose qui est répétitif et qui n'a pas beaucoup de valeur parce qu'on est là juste pour vérifier, etc. Oui, l'IA, dès qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est répétitif, l'IA, il y a pas de... Donc oui, l'IA il existe dans le phishing, ça fait des années. Et il faut mieux pour tout le monde, parce que d'un côté, la personne il va pas rester toute sa vie en train de faire la même chose du matin au soir, parce que sinon il y en a marre, il va partir. Pareil pour le SOC, il y a des SOC intelligents, parce que rester en train de regarder des graphes et des oui, c'est pas intéressant. Et faire des réponses parce qu'il a une procédure dans sa tête pour faire les étapes. L'IA il fait ça à merveille, et ça laisse un peu à ces gens-là de faire un peu des choses qui sont avec plus de valeur. Et par contre, il y a un point qu'on doit être clair et net aussi. L'IA, c'est parfait, mais il y a même des risques dans l'IA. Le nombre de failles de sécurité et d'attaques sur l'IA elle-même. Il y a même, juste dernièrement, il parlait sur quelqu'un qui a pu trouver une manière de brouiller les données à l'intérieur à tel point que le modèle est biaisé. Donc automatiquement, l'IA... Avec du prompt, juste avec du prompt, l'IA a commencé à faire des choses qu'il ne devait pas normalement faire. Oui, l'IA c'est pas mal, mais il faut aussi sécuriser l'IA. Donc il ne faut pas dire, oui, c'est une combine. Enfin, l'IA c'est une petite boîte à outils. Ça reste un outil qu'il faut... utiliser par un pirate pour ChatGPT ou même pour quelqu'un pour coder rapidement. Donc c'est un accélérateur, c'est pas mal. Il peut être aussi un outil qui permet d'accélérer, comme le cas du SOC, comme le cas du phishing. Mais en même temps, ça reste un outil qui peut avoir des failles. C'est un risque à prendre aussi. C'est un outil comme les autres. C'est pour ça les architectes, ils doivent être rigoureux. Les archis by design, la sécurité by design, en fait, ça rejoint ce que disait Rafik la dernière fois. C'est un peu comme on disait, la partie, tout l'aspect monitoring, performance, l'inclure aussi sur les phases de design. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on essaie de créer un peu des teams ou des squads où on inclut tous les profils, en fait. L'infra, le dev, le SRE, la sécu. De cette manière, en fait, quand on va livrer quelque chose... DevOps, c'est ça, c'est-à-dire quand on va livrer quelque chose, on est plus ou moins ceinture bretelle sur tous les aspects. C'est pas comme avant, on dit, ok, là, on va balancer la sécu, et là, hop, on va revenir 3, 4 pas en arrière. Aujourd'hui, on les inclut avec les SRE, comme tu l'as dit, avec les DevOps. De cette manière, à la fin, quand on livre quelque chose, ça va être quelque chose qui est utilisable, opérationnel, sécurisé, optimisé, et en termes de coût aussi, qui va être, Du coup, c'est ça, quoi. Mais, vas-y. Après, si je peux compléter, c'est que avant, la majorité des architectes sécurité ou des analystes sécurité, ils font une analyse de risque.
Donc pour lui, pour faire une analyse de risque complète, il a besoin d'avoir la target complète. Il ne peut pas prendre un petit morceau et analyser le risque dessus parce que dès qu'on rajoute le deuxième morceau, le risque n'est plus le même. L'impact du risque n'est plus le même parce qu'un risque, c'est une probabilité fois l'impact. Likelihood multiplied by impact. C'est un peu ça la définition mathématique d'un risque. Donc lui, il dit non, j'ai besoin que tu termines tout. Comme ça, je peux faire mon analyse de risque parce que je dois un peu étudier tous les scénarios, tous les entrées, etc. D'où le fait qu'on avait toujours la sécurité à la fin. Si je veux résumer, c'est quoi la philosophie derrière le DevSecOps ou ce qu'on appelle Shifting Security Left, on voit un peu la sécurité vers la gauche plutôt à la droite, c'est tout simplement de dire, à la place d'analyser des risques, est-ce qu'on ne peut pas faire des points de contrôle, de créer une possibilité d'avoir des points de contrôle, comme former les gens, comme Secure by Design, comme le fait de vérifier l'authentification sur un serveur de configuration de CA ou de CI/CD, comme par exemple le fait de faire ce qu'on appelle SAST, qui est un peu analyser le code statique avec des outils pour un peu voir est-ce que ton code il a des failles ou pas. Son RQO, il y a plein d'outils après. Son RQO, par exemple, DAST, hardening. À la place de dire oui, je vais faire l'analyse de risque, à la fin non, aide-moi à faire plus d'hardening sur l'OS, ou si je suis en mode container, harden aussi les images des containers. Le life cycle, le SOC, il doit être aussi géré de façon où j'ai de l'automatisme de réponse et pas une réponse manuelle. Et c'est un peu ce qu'on appelle les points de contrôle. En fin de compte, pour moi, un DevSecOps, c'est quoi? C'est le DevOps, qui est un peu développer des applications et les opérer. Il faut qu'il y ait une communication et quelque chose qui est très smooth en termes entre les deux. Ça casse surtout la barrière entre dev et opérationnel. Et là, DevSecOps, on casse la barrière entre tout le monde et la sécurité. Voilà, la sécurité vient avec un bot à outils et dit voilà tous les enablers, tous les contrôles que je vais vous greffer ici. Et je vous développe les contrôles et je vous laisse dans votre chaîne. C'est-à-dire il devient un facilitateur, il devient un enabler. Et il n'est plus le monsieur à la fin qui fait des... Il fait comme policier, il fait juste attends. Mais sur le terrain, il faut une maturité pour avoir tout ça, on est d'accord? Parce que c'est dur d'avoir ça. Alors, sur le papier c'est beau, mais pour pratiquer ça... pour avoir cette maturité, déjà en fait ça répond là... Je sors un peu du sujet, mais tu vois ce que tu as évoqué là, en fait, ça répond un peu à la pénurie de profils qu'on a aujourd'hui. Parce que niveau sécurité, tu vois ce qu'a évoqué Faisal, ce que tu as évoqué toi, ce qu'on lit tous les jours en fait en termes de besoins de sécurité, ça répond totalement à la pénurie. Parce qu'aujourd'hui, tu as besoin de niveau sécurité, il n'y a pas qu'un gars qui va faire de la sécu. Tu vois, c'est pas le gars en fait qui a toutes les casquettes. En fait, tu as plusieurs profils, tu as plusieurs mecs qui vont faire plusieurs tâches. Et avec forcément des compétences différentes. Le mec qui va faire du DevSecOps, c'est pas le même qui va faire de l'archi-sécu. Et c'est pas le même qui va faire du SOC, c'est pas le même qui va faire du pentest, c'est pas le même qui va faire du phishing. Tu vois? C'est-à-dire que même niveau aujourd'hui profil, on se rend compte que, je sais pas, l'année dernière, il parlait, niveau worldwide, hein, bien sûr, il parlait qu'il y avait une pénurie de 900 000 ou 1 million de... Il parlait en millions, tu vois, en termes de... Bon, il y a des opportunités, hein, ceux qui veulent... Sur la sécu, mais je t'ai interrompu, vas-y, je voulais rebondir sur ça. C'est vrai, il y a ce volet-là et surtout, il y a un autre volet qu'il faut un peu rajouter plus, après le Covid, la mentalité un peu de ces gens-là, déjà qu'on avait une pénurie, on rajoute un autre élément de plus, c'est le fait qu'ils veulent du télétravail, ils veulent... un temps de challenge en fait. Alors, télétravail, ça donne aussi qu'une personne qui avait comme terrain de mission, par exemple un pays, aujourd'hui ça devient le monde. Je peux être ici et être... les nomades numériques, là, on en parle. Et ça donne plus de challenge que ce qu'on avait avant. Donc oui, il y a aussi l'aspect humain. Et comme toute stratégie, il y a toujours un peu le fameux trio qu'il faut toujours penser, parce que jusqu'à là, je crois, on avait parlé que sur un, mais toute stratégie, il se base toujours sur trois choses. Il se base sur l'humain, sur le process et sur la technologie. Là, on a parlé un peu en gros sur la technologie. Tu as bien fait de mentionner un peu le deuxième élément qui est l'humain. Il ne faut pas oublier, c'est vrai qu'on avait parlé un peu sur la formation des gens, mais si je pointe l'humain, oui, il y a la pénurie des ressources, il y a la formation, il y a même plus que ça. C'est que, est-ce que les écoles et la formation qu'on donne aujourd'hui dans les écoles d'ingénieurs, ils sont aptes pour faire sortir un architecte sécurité cloud
à un niveau que je peux le prendre et qu'il travaille avec moi direct ou il faut que je le prenne. Donc gros point d'interrogation. Ça, c'est pas que dans la sécu, ça, du coup. Hein, sur plein de points d'interrogation. Il y a aussi un gros problème aussi. Le process aujourd'hui, c'est un changement de mentalité. Quand on vient d'un process standard de sécurité, quand je prends même les certifs comme EBIOS RM et tout, ISO 27001, etc., c'est un process qui est un peu un après l'autre. Et même par exemple EBIOS MR, c'est une analyse de risque qu'il faut faire. En général, on attend un peu que tout soit fait pour faire une analyse de risque. Aujourd'hui, dans un mixage entre Agile, DevSecOps et EBIOS RM, l'équilibre n'est pas forcément... Est-ce que c'est adapté déjà pour par exemple, ce qu'on fait nous? Si tu fais de l'ISO 27001, est-ce que c'est adapté par exemple faut expliquer un peu sur les projets de type cloud, tu vois, un peu... Bon, on parle de manière globale, mais on fait un peu un zoom sur la partie un peu cloud. Non, si tu peux expliquer c'est quoi la norme que tu as mentionnée. Le ISO 27001. Exactement. Je ne saurais pas te dire. C'est une norme de sécurité en fait. mais je sais qu'ils viennent avec un cahier test. Rafik, il va regarder cette vidéo. C'est un buzzword ça. Je sais. Fais attention. Non, mais moi, Rafik, je te l'enverrai. Je te dis les normes 27001. Je sais que c'est pas une norme technique, c'est une norme en termes de. Ok. Ouais, t'as un audit en fait, t'as un auditeur qui va passer ou t'as plus ou moins en fait des standards à respecter que je saurais pas te dire bien sûr. Oui, après voilà, c'est. Est-ce que nous, tu vois, il y a des experts pour ça. Hein, est-ce que nous, tu vois, on est par rapport à ce qu'on fait nous, c'est adapté, tu vois, parce que si t'as un mec, toi tu fais du CI/CD, tu fais du delivery, tu fais de l'agile, tu fais, tu vois, plein de mots un peu techniques, buzzwords comme tu l'as dit, où on est amené, tu vois, à livrer rapidement, parce qu'on a un time to market. Est-ce que le 27001 est applicable, tu vois? Moi je crois pas, je connais pas bien le modèle, mais tu vois, je me dis que pas forcément quelque chose d'applicable. C'est sûr. Et la prochaine fois, je vais revenir avec une expertise. Attention. Fais attention. Je le note. Prochaine fois. C'est un sujet au lui-même, 27000. Alors, je dis 27000, je m'arrête là parce que le 27001 qui est juste une partie de la famille 27000. 27000, il y a 27000 tout court, qui est juste un peu le dictionnaire. On a un peu l'alphabet et tout ce qui est un peu, quand on concerne un peu le 27000. Il y a 27001 qui est comment on gère un système de sécurité d'information. Et il y a le 27002 qui est les bonnes pratiques. Je vois un peu la liste de tous les bonnes pratiques, les 27002. Il y a 27005 qui est l'analyse de risque. Il y a le 27018 qui est comment protéger les données, comment certifier en termes de protection de données sur le cloud. Donc c'est un peu parce que par exemple moi j'ai déjà entendu parler pas mal de gens qui me disent oui mais le cloud est-ce qu'il est certifié 27001? Il certifie juste un peu le local. Tu as certifié sur le local, le branchement, etc. C'est quoi l'idée? Plus on monte dans le chiffre, plus c'est... Il n'y a pas ça? Ou ça n'a rien à voir? Alors non, pas forcément. Oui, ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est une famille qu'on appelle la famille du 27K, c'est-à-dire 1000. Donc c'est le 27K et là tu as le 27000 tout court, il y a le 27001, 27002, 27000. Chaque niveau répond à des normes, on va dire. Alors ça c'est la norme, mais en même temps il y a un certif parce que il y a un jeu de mots aussi qu'on dit 27000. Il y a un audit pour avoir ça. Sur le cours ou sur le certif, parce que la certif aussi ça fait, je suis certifié 27001 auditeur. Ah voilà. Mais ça par contre c'est la certif, c'est pas le bouquin. Oui, mais pour avoir ce label, il faut être audité, certifié, voir si on répond à tout. 27001, je l'ai fait, ça fait des années. J'ai fait 27002 pour être un peu plus précis. J'ai fait 27002 parce que c'est un peu plus simple. C'est juste un peu apprendre la bonne pratique et passer un examen QCM. Ça passe en 1 heure, 1 heure et demie, on l'a. Le 27001 par contre, non, c'est une formation. Je l'ai fait en 5 jours. Dans le 5e jour, on fait un examen sur table avec des QCM, etc. Il est envoyé pour c'est plus light, on va dire. L'avantage, c'est que c'est une formation qu'on suit et à la fin, on a un examen. D'accord, ok. Du coup, on a parlé de sécu, on a parlé des différents briques. Les architectes, il y en a qui sont perdus. Voilà, architecte d'entreprise. Pas que les architectes. Non, pas les architectes qui sont perdus, les termes. Voilà, exactement. Les clients sont perdus. Il me faut un architecte entreprise. Ah, moi je suis architecte infra, moi je suis architecte solution. Bref. Data, lead archi. Voilà, donc est-ce que tu peux nous expliquer par niveau? Alors, je prendrai un peu une définition standard de chez TOGAF. TOGAF, qui est un peu le fameux framework un peu sur la partie architecture d'entreprise. Mais en même temps, ils ont une bonne idée, une très très bonne idée sur le reste des architectes. Et on ne pourra pas malheureusement expliquer tout, mais je donnerai un peu juste un résumé qui est le fait qu'une architecture doit passer principalement sur 4
niveau, ce qui est résumé par BDAT, qui est Business, Application, Data, and Technology. D'accord. Quelle que soit l'architecture, on devait déjà faire une architecture par rapport au business. Avoir un peu les différentes intégrations qu'on a avec des systèmes externes, les fonctionnalités qu'on a besoin, les briques qu'on a besoin, mais ça reste business. On ne parle pas ici, on ne prononce même pas le mot Azure, pour ne pas dire les services qui sont à l'intérieur. On oublie tout ça, c'est du pur business. C'est un process business. Dès qu'on a une idée sur le process business, à ce moment-là, on commence à dire, OK, c'est quoi les applications qu'on a besoin. Et là, par contre, ça devient applicatif. La discussion switch de un niveau business à un niveau applicatif. Et dès qu'on parle applicatif, comme dans le business, j'ai besoin d'un enterprise architecte parce qu'il n'y a pas de business architect, on l'appelle enterprise architect. Ouais. D'accord? Donc c'est celui qui devait un peu avoir cette vision entreprise. Donc lui, il voit tout le business qu'il y a, il voit les outils adaptés. C'est quoi un peu son rôle? Même plus que ça, il devait, parce que les enterprise architectes, c'est pas un seul profil. C'est que chaque enterprise architecte il a une spécialité sur un domaine. Par exemple, on trouve un enterprise architecte dans tout ce qui est hôtellerie. Il y a un qui est sur le pétrole. Il y a un qui va être enterprise architecte sur le... Donc c'est lié au type de business aussi? Oui, parce qu'il doit comprendre le jargon business, il doit comprendre le process business. Par exemple, je ne peux pas prendre un enterprise architecte qui a baigné, par exemple, dans le banking, dans tout ce qui est banque, et je le ramène dans une société, par exemple, qui fait de la gestion de nourriture. Ou l'inverse aussi. Hein. Oui, parce que le process ici n'est pas le même, le jargon ici n'est pas le même. Donc, en général, c'est quelqu'un qui parle business. De le fait que je préfère un peu prendre ce BDAT, parce que là, il doit parler business. Mais forcément, il doit connaître un peu ce qui va venir après, parce qu'il a une vision 360. Il faut beaucoup d'expérience pour avoir ce genre de poste. Donc ça veut dire que tu as de la bouteille côté business, tu es bon côté techno. En général, c'est quelqu'un qui vient du monde d'après. Ça veut dire, j'ai déjà vu pas mal qu'ils étaient techniques, ils ont passé applicatif, après data, ou plutôt data, après applicatif. Après, il faut que tu vives toute ta carrière dans la même société pour être... Non, pas forcément. Pas forcément. Après, il n'y a pas une société qui fait du banque, il n'y a pas une société d'assurance. Le secteur reste assez large. On va dire le secteur, tu vas rester tout le temps dans le même secteur. Oui, il peut changer de secteur, mais en général, ça prend du temps. Les gourous dans ce domaine-là, c'est des gens qui sont baignés dans un domaine pendant des années. C'est un gars, il a fait le monétaire toute sa vie. C'est ça. Donc, c'est un peu ça le enterprise architecte. Après, il y a... C'est-à-dire que, on reste juste 2 secondes sur l'enterprise architecte. En fait, tu dis que l'enterprise architecte, il faut l'idéal, bien sûr. Après, on peut trouver des exceptions. C'est un gars, c'est quelqu'un, on va dire... Il y a des femmes qui sont architectes. Oui, c'est une personne, bien sûr. On va dire, qui vient de l'aspect plus ou moins fou, qui ait un background technique, dev, data, application, etc. Et c'est-à-dire, la question c'est, est-ce que ça va suffire ou il faut une fibre ou des skills autres, par exemple, pour échanger avec le business? Parce que tu peux venir de l'application, tu peux venir de la data, tu as fait de l'SQL, tu as fait du big data, tu as fait de l'IA, etc. Est-ce que ça, c'est suffisant pour passer enterprise archi? Parce que d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il faut discuter avec le business, il faut comprendre le besoin du business et éventuellement le traduire en quelque chose qui va bien s'intégrer dans le système d'information. On ne parle plus d'infra, on ne parle plus de base, on parle du système d'information. Tu vois. Alors, oui, à part les soft skills qui sont une bonne communication, une bonne écoute, connaître le jargon, etc. Donc ça c'est important parce que c'est quelqu'un qui devait parler avec le jargon business. On ne va pas venir chez un VP ou chez un CTO ou un CIO et commencer à lui parler sur firewall, cryptage et compagnie. C'est pas des choses que forcément il maîtrise comme jargon. Donc oui, il faut parler business. Le fait que, juste pour ne pas la comprendre mal, en général oui, mais j'ai déjà vu pas mal de gens qui sont des experts ERP qui deviennent entreprise architecte. Il y a des gens en fin de compte, un entreprise architecte, c'est quelqu'un qui est... Vous voyez un peu la formation MIAGE? Ouais. C'est quelqu'un qui est hybride entre du management et de l'informatique. Ouais. Ah, c'est un peu ça le profil d'un entreprise architecte. Il ne devait pas être trop technique, parce que dès qu'il devient un gourou, quelqu'un qui est un geek, c'est mort, il ne peut pas être pas bon. Pas très bon. Il ne faut jamais qu'il rentre un peu en détail, parce que dès qu'il rentre en détail, il va avoir des problèmes. Parce que ce n'est pas son niveau. D'accord ? Ce n'est pas ce qui est attendu aussi. C'est pas ce qui est attendu. Et surtout, à un certain moment, on va commencer à avoir le jargon des gigs. Ouais. C'est pas le jargon qu'on discute avec le business. Bah oui, c'est sûr. De le fait que ça peut venir des experts ERP,
les experts ERP passent rapidement aussi, parce que dans le ERP, déjà les ERP, c'est par, déjà la spécialité ERP aussi, il est par secteur, par métier. Donc forcément, si je suis expert ERP, je connais un peu comment le business il marche, je connais le process, je connais le jargon business. Donc passer d'un expert ERP à un entreprise architecte, c'est quelque chose qui passe très rapidement. Il y a des gens qui viennent un peu des architectures applicatives, des architectures de données et qui passent en entreprise architecte aussi. Et il y a aussi des gens qui viennent du pure management. Parce que c'est pas forcément que je connais le technique pour faire de l'entreprise architecte. C'est vrai, je peux venir en pur management. Je fais du management, du process, être expert en process et switcher, ça passe. Donc c'est un point de rencontre, parce que c'est un pont. En fin de compte, c'est un pont entre business et de la technologie. Donc c'est lui qui fait le lien entre... Et il doit avoir les deux. De fait, j'ai dit, j'ai déjà vu pas mal de gens qui font une formation management informatique et que ça passe très rapidement en entreprise architecte. Après, parce que c'est le poste qui est adapté en fait. La formation, c'est les... Mais question, donc lui, il fait le pont, mais il doit s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Bien sûr. Donc là, on est niveau business. Lui, il fait le pont entre la technique. Et derrière, il se pose sur qui? Architecte entreprise. Il se basera sur les trois. Donc, il se basera sur les gens qui sont des architectes de données, des architectes applicatifs et les architectes technologiques. Et le tech lead, toi, t'es où dans cette histoire? Alors, lead, c'est autre chose. Lead, c'est le fait qu'on a une équipe d'architectes. Ça peut être des architectes applicatifs, ça peut être des architectes de données, ça peut être des architectes d'entreprise, ça peut être des architectes technologiques. Donc, dans la technologie, il y a aussi infra. Et que tu as une équipe. C'est là où tu as un lead. Soit tu as un référent qui est un gourou qui a déjà passé, ça veut dire chaque fois qu'il y a un problème, c'est lui le référent, c'est lui un peu celui qui C'est ma question. Est-ce que c'est le référent de tout le monde ou c'est le référent de chaque équipe? En général, c'est un cluster de tech lead. Le référent, il est par domaine d'expertise. C'est très compliqué pour avoir. Mais ça dépend aussi, ça dépend de la taille de l'entreprise aussi. Tu vois, ça dépend de la taille. Bien sûr, bien sûr. Tu parles là d'entreprise où tu vois, c'est assez conséquent, mais si tu as par exemple, en tout cas ma vision après, je m'assume, me trompe, c'est que tu as un archi-entreprise un peu global qui donne les grandes lignes. C'est-à-dire, il ne va pas rentrer sur traduire le besoin. C'est dire, ok, nous, on veut avoir un système, mettre en place un système de paiement électronique, par exemple. Tu vois, c'est ça, tu vois, c'est ça, un système de paiement. Nous, on veut par exemple valoriser notre data. On a de la data, on veut la valoriser. Point, tu vois. C'est un peu ça. Ouais, mais il faut une synergie entre ces architectes. Ouais, moi, je fais de la data, toi, tu fais l'infra, toi, tu fais de l'applicatif. Non, mais là, je te parle de l'archi-entreprise. C'est-à-dire, il va te donner, en fait, les chemins un peu, tu vois, traduire des besoins avec discussion avec les VP, etc. Il va les traduire en bullet point, tu vois, pour dire, ok, comme je te disais, paiement électronique, on veut lancer des applis, par exemple, ou paiement électronique, point. Tu vois, valoriser la data, point. Tu vois, un peu des gros sujets. À partir de là, ces gros sujets, en fait, ils vont être pris par des PO, par exemple. Tu vois, et les PO, ils vont discuter, on va dire, sur les échelons. On va dire, ça dépend si c'est agile ou pas. Après, ça dépend sur un modèle. C'est-à-dire que lui, il va déléguer. Il va plus rentrer dans le détail pour dire, ok, est-ce que l'appli, on va faire du Node.js? Là, on est d'accord. Moi, je parle juste la suite maintenant. Alors, c'est une boucle. C'est-à-dire qu'en général, l'entreprise architecte va discuter avec l'entreprise de données, l'entreprise applicatifs qui vont, eux, discuter avec l'entreprise technologique et après, ça reboucle parce qu'en fin de compte, qui garantit que ce service pour le business qui est cohérent et qu'il répond aux besoins? C'est lui. Donc, il reste un peu le garant de la valeur derrière. Donc, c'est un peu là où son expertise en management, son expertise en communication est importante. Parce que s'il ne communique pas bien son besoin et qu'en fin de compte, un architecte de données ou un architecte applicatif ne fait pas ce qu'il faut par rapport à sa vision, lui, il ne partage pas la bonne vision, à ce moment-là, automatiquement, ce qu'il va avoir à la fin ne correspond pas à ce qu'il a demandé. C'est clair. Hein. Donc, automatiquement, c'est lui le responsable. Effectivement. C'est sa responsabilité. Hein. Après, il ne sera pas l'orchestrateur de tout ça parce que c'est aussi un passage de rôle. Technique aussi, c'est ça. Il ne va pas rentrer pour dire au gars, non, pourquoi tu as fait tel firewall, tu as faire ça. Ou la structure de données, c'est ça, il est mort déjà. Ou je sais pas, la partie data, que la qualité de données, il n'est pas bon parce qu'il faut faire ça. Ce n'est pas son métier, il faut aussi savoir déléguer. Donc c'est à ce moment-là où on dit, il s'arrête à un certain niveau. C'est tout un sujet, hein, savoir déléguer. C'est pas facile pour les gens, ça. Hein. Enfin, pour déjà beaucoup, avoir confiance à déléguer parce qu'il y a pas de gens que leur problème de déléguer, c'est eux, c'est pas la personne qui est en face. C'est ça, exactement. Les gens, ils ont du mal à déléguer des choses, ils veulent faire tout, mais bon.
Après, tu peux pas être au four et au moulin non plus. Oui, c'est sûr. Mais le rôle, il est intéressant. L'archi-entreprise, en tout cas, c'est un rôle qui a de la valeur, qui apporte de la valeur, en tout cas. Et après, il est stratégique, surtout. Bien sûr, stratégique. Du coup, question. Il peut être, on parle de freelance, il peut être externe ou pour moi, il faut qu'il soit interne, on est d'accord? Alors, quand on voit des sociétés qui prennent des ciseaux externes, des CIO externes, T'as des archi-entreprises, t'as des archi-entreprises externes. Dans une entreprise, il peut être externe ou interne. Après, on revient un peu sur ce qui était dit à un certain moment par rapport aux ressources, c'est juste question de ressources et d'expertise et de disponibilité. Oui, de préférence que ce soit interne, parce que c'est une valeur, c'est un asset entreprise. Le fait que quelqu'un maîtrise à ce niveau de détail ce qui se passe dans l'entreprise et pouvoir, c'est important pour l'entreprise. Mais maintenant, si on n'arrive pas à trouver un en interne, oui. Ça se fait du coup. D'autres questions. C'est quoi le rôle de CTO alors? J'ai un architecte entreprise, il y a le CTO. Ça, c'est une question. Question surprise. Ça, c'est une question. pas surprise, mais. Ouais, à creuser en tout cas. Après, c'est une question d'organisation. Parce que chaque société a ses propres codes. Sa propre organisation, et il y a aussi, quelquefois, l'organisation, il vient avec un héritage qui vient avant même de parler entreprise, quelquefois. Après, c'est des termes aussi, hein. Après, dans la logique des choses, c'est que dans une entreprise, on a, en gros, je mets à côté un peu l'aspect purement commercial, marketing, qui sont des entités à part. Je pars juste un peu sur la partie gestion d'information. On a en général un CIO, qui est un peu le maître de l'information dans l'entreprise. D'accord? Et dans ce CIO-là, en général, on dit, OK, le CIO, il y aura qui avec? Ou il doit gérer quoi? Il doit gérer l'équipe. On revient toujours un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, le BDAT. Il doit gérer le business. Donc, dans le business, on trouve un peu les fameux entreprises d'architectes. On trouve la gouvernance et stratégie. Donc, il y a forcément une entité qui fait gouvernance, stratégie et process. Ouais. D'accord? Après, dans la même organisation, dans plusieurs organisations mélangées dans d'autres, ça, c'est chaque structure, il a sa préférence. Mais en tout cas, c'est qu'on a une entité qui fait gouvernance, stratégie et process et qualité. Un peu tout ce qui tourne de ça. On a en général une entité qui gère tout ce qui est... même aujourd'hui, on a les DPO, donc qui gèrent la data et le digital. On a une entité un peu qui gère tout ce qui est sécurité, donc un peu le VP sécurité ou le CISO, on appelle comme on veut, donc le titre un peu de l'entité sécurité. Et on a la partie, donc je fais BDAT, quelquefois dans le CTO il y a applicatif et infra, quelquefois le CTO fait que de l'infra et l'applicatif il est ailleurs. Ouais. Mais en tout cas le D et la data et la technologie, quelquefois on trouve dans la même entité, quelquefois c'est une entité qui est un peu la personne. Ça dépend des sociétés là. Et data, et il y en a d'autres qui font que de la technologie. Alors dès qu'on parle pure tech, c'est un peu là le terme CTO arrive. C'est là où technologie official. Donc c'est quelqu'un qui va gérer toute la partie technologique. Mais forcément, avant, il faut avoir quelqu'un qui gère la donnée, ou ça peut être à l'intérieur. Il faut quelqu'un qui gère un peu la partie applicative, ça peut être aussi à l'intérieur. Et il y a quelqu'un qui va gérer le business, et dans le business, on trouve gouvernance, stratégie, entreprise architecte. On peut aussi avoir les commerciaux, les marketing. En fait, ça dépend de la taille aussi. Une start-up, t'as pas tout ça. Hein. T'as généralement CTO, ça s'arrête là. Ça, mais sur une personne. Ouais, voilà. Donc, t'es le CEO, même tu fais tout derrière. Le CEO, CTO et la totale. L'architecture, il fait tout. Ouais. Bon, c'était très intéressant ce podcast. Hein. En tout cas, merci beaucoup, hein, Faisal. Moi-même aussi. Hein. Il a apporté beaucoup d'informations, je pense. Bah oui, parce que c'est des termes un peu flous, en fait. Je pense que les gens, ça va intéresser les gens parce que c'est quoi un architecte entreprise, architecte tech lead et tout. Parce qu'on parle beaucoup de l'aspect, les gens un peu qui veulent switcher ou les gens qui veulent, on va dire, monter en compétences, de toute façon, découvrir de nouvelles compétences et déjà connaître, on va dire, avoir un vernis sur le rôle. Déjà c'est pas mal, surtout avec un retour d'expérience, c'est pas une fiche de poste. C'est ça. Moi j'ai retenu un truc dans ce podcast, il y a des opportunités hein. Dans la sécurité. Il y a pas, bon, il y a des opportunités partout, mais sécu, je pense. Sécu plus. Ouais. Ouais, on n'a pas donné les salaires, mais. Ils peuvent checker sur Glassdoor. Hein. Oui, il faut. C'est ça. Check sur Glassdoor. En tout cas, c'est bien payé. En tout cas, merci à vous. Merci. Faisal, j'espère te revoir dans un autre podcast. Toi, tu es toujours avec moi de toute façon. On est d'accord. Parce qu'on a tellement de choses à dire. Plein de sujets. Fais un petit teaser, ton parcours quand même. Avec plaisir. Bah oui, il faut que tu nous racontes ton parcours.
Écoute, on refera un autre podcast. Atypique où j'ai eu de la chance. Bon, allez, en 2 mots, t'es passé de... Waouh. Alors, en 2 mots, ça va pas être 2 mots. Allez, je vais t'aider. Un peu des grands ponts rapides. T'as commencé de... Moi, je peux teaser. Moi, je peux teaser. Top Gun. C'est exactement ça, Top Gun. Alors c'est vrai que j'ai commencé par une formation sciences maths, option militaire. Bon, j'étais dans un lycée militaire où on était aussi formé pour être des pilotes de chasse. Donc pas tout, prochain épisode. Et après, ça se termine aujourd'hui par de l'architecture, par de l'architecture. Je raconte pas tout. Prochain épisode, suivez-nous et vous allez voir la suite. En tout cas, merci à vous tous. Merci à vous. Et abonnez-vous, bien sûr. Hein, et je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Allez, ciao. Ciao. Ciao.